Dans ce nouveau webinaire du petitjournal.com, votre quotidien en ligne pour les Français de l'étranger. Alors aujourd'hui, comme sujet très intéressant, la fiscalité France-Canada, tout ce qu'il faut savoir en tant qu'expatrié. Voilà, vous allez pouvoir poser vos questions et écouter notre experte et intervenante du jour, donc Amandine Barrault, qui est directrice fiscale Canada chez le cabinet MSGL. Bonjour Amandine. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Voilà les internautes. Alors pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à poser vos questions. Et évidemment, je parle aussi à ceux qui nous voient actuellement, qui nous verront en replay. Donc voilà, vous pourrez évidemment de toute façon suivre ce webinaire, puisqu'à la fin de ces 60 minutes, puisqu'on va rester environ 50 minutes, 1 heure ensemble, vous pourrez visionner le replay donc sur un article qui paraîtra sur les antennes du petit journal dans quelques jours, et également sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez trouver tout cela tranquillement. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, ce webinaire va durer entre 50 minutes et 1 heure. N'hésitez pas surtout à poser vos questions, les internautes, dans le petit chat qui se trouve à droite. Aussi, dites-nous, on aime bien savoir d'où vous venez, de quel pays, quelle est la provenance, quel pays, de quel continent. Je pense que vous avez tous un petit intérêt quand même pour le Canada aujourd'hui, que vous soyez en France ou à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On a un fil conducteur. Alors comment ça va se passer ? Je vais poser des questions à Amandine, notre experte, et voilà, au fur et à mesure, vous pourrez aussi essayer de poser vos différentes questions et on y répondra le mieux possible. Je vais passer donc au sommaire avant de donner la main de passer la main à Amandine. Donc on va parler résidence fiscale dans un premier temps, évidemment élément clé pour tout Français qui souhaite qui a des questions vers le Canada. On va parler également donc imposition des revenus. Je pense qu'on peut avoir pas mal de questions. Est-ce qu'on est imposable sur tous nos revenus, sur les salaires, les dividendes, les retraites. Enfin voilà, peut-être qu'il y aura pas mal de questions de votre part. Également donc les obligations déclaratives. Ensuite, et bien sûr donc le cas des donations et des successions. Par exemple, quelle est la fiscalité applicable à des donations et successions transfrontalières. On peut avoir ce type de questions. Également, nous verrons enfin donc les points de vigilance. Et ensuite, donc l'accompagnement MSGL, savoir voilà, est-ce que le cabinet d'Amandine peut vous aider en tout cas à répondre à vos questions. Donc Amandine y répondra. Et Amandine, je vais te passer la main tout de suite. Je te laisse te présenter et présenter le cabinet MSGL en quelques mots. Oui, bonjour, merci beaucoup Adrien. Alors pour présenter un petit peu rapidement le cabinet MSGL, donc on est un cabinet comptable et fiscal implanté à Montréal depuis 2017 et nous travaillons donc avec des expatriés français qui viennent s'installer en Amérique du Nord, donc soit au Canada, soit aux États-Unis, puisqu'on fait des déclarations fiscales et comptables autant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, pour des particuliers, ce qui est moi le cœur de mon métier, mais aussi pour des sociétés, puisqu'on accompagne aussi des sociétés françaises qui s'expatrient en Amérique du Nord, surtout dans l'aspect comptable. Voilà, moi, pour me présenter rapidement, donc comme Adrien l'a dit, je suis la directrice fiscale Canada au sein du cabinet MSGL. Je suis fiscaliste en droit français et en droit canadien. Il faut savoir que j'ai d'abord appris la fiscalité française et ensuite la fiscalité canadienne. Voilà, je suis membre du barreau français, du barreau de Toulouse, pour ceux qui peuvent connaître, et je serai bientôt membre du barreau du Québec, puisque j'ai passé l'équivalence. Voilà. Comme l'a dit Adrien, l'idée aujourd'hui, c'est de balayer un petit peu toutes les problématiques liées à la fiscalité canadienne. Pourquoi c'est important quand on s'expatrie ? Parce que souvent, on n'anticipe pas ces sujets-là, et ça peut être une source de stress. Surtout que quand on part de France, notamment, on a tendance à se dire qu'on ne pourra jamais être plus imposé. Or, vous allez voir quand on va en discuter que le Canada, c'est un pays qui impose autant au moins que la France, voire même plus dans certains cas. Donc, si on veut s'expatrier, il faut l'avoir bien en tête et surtout, il faut être bien accompagné parce que quand on a encore des biens à l'étranger, en dehors du Canada, il y a quand même des spécificités à connaître. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Amandine, là, pour cette description de départ. C'est impeccable. Du coup, tu nous as rappelé un petit peu l'importance de la thématique. Alors, première question, c'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre et anticiper en fait l'impact de son expatriation sur la fiscalité, selon toi ?
Pour moi, c'est important parce que sinon, tu sais, tu arrives dans le pays, là, tu vois, on va en parler, mais au Canada, les déclarations, elles doivent être produites pour le 30 avril. Ouais. Donc, imaginons, tu es arrivé en 2025, en septembre, etc. C'est bien de l'anticiper parce que déjà, les comptables, ils peuvent être très vite pleins, entre guillemets, et ne pas accepter de nouveaux clients. Ouais. Donc, c'est bien de s'y prendre un peu en avance. Il peut y avoir aussi quand même un budget plus ou moins important à prévoir pour les impôts, surtout si tu as des biens à l'étranger. Et surtout, ce qui est pour moi essentiel, c'est de bien prendre la situation en main dès le début avec quelqu'un qui connaît à la fois les aspects canadiens et français. Parce qu'il y a des clients qui viennent me voir, ça fait plusieurs années qu'ils sont installés au Canada et il y a des erreurs dans leur déclaration parce qu'ils se sont fait mal accompagner. Et ensuite, il faut tout régulariser en arrière et là, ça complique énormément les choses. D'accord, ouais, c'est concret. Non, très bien. Écoute, si ça te va, on démarrons sur le premier topic, la résidence fiscale. Vous avez dit élément clé. Allons-y. Et les internautes surtout. Alors, merci. Je vois que. Alors, je fais un petit tour d'horizon, mais Suzy qui nous dit bonjour depuis le Mexique. On a MPO qui dit hello depuis la Normandie. Cécile, bonjour depuis le Montréal. Anonyme aussi depuis Montréal et Anonyme depuis Paris. Et voilà, donc écoutez, super sympa. N'hésitez pas à poser vos questions parce que vraiment Amandine est là et sera là pour y répondre tout au long de ce webinaire. Je vois que vous êtes vraiment nombreux à la connecter, donc n'hésitez pas. C'est parti donc pour la résidence fiscale. Première question, donc Amandine, alors comment on détermine en fait sa résidence fiscale en tant qu'expatrié au Canada et quels sont les critères à connaître? Il y a 2 critères importants. On va peut-être commencer par le premier, parce que c'est toujours celui qu'on entend le plus, c'est les 183 jours, les 6 mois. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on entend quand il y a des clients qui viennent me voir. Ils me disent toujours « Ah, mais moi, je ne suis pas résident, j'ai passé moins de 6 mois dans l'année au Canada. » Il faut savoir qu'il y a toujours 2 critères. Donc, le premier, c'est est-ce qu'on a passé 6 mois ou pas au Canada? Si on a passé plus de 6 mois, alors on est forcément résident fiscal canadien pour l'année. Le deuxième critère, et les 2 critères sont alternatifs, donc c'est-à-dire que même si on a passé moins de 6 mois, le second critère peut s'appliquer, c'est savoir si on a des liens de résidence importants. Les liens de résidence importants avec le Canada, c'est le fait d'avoir un logement au Canada, d'avoir un permis de travail que vous avez activé à la frontière, le fait de scolariser vos enfants, ça peut être le fait d'avoir un compte bancaire, le fait d'aller à la salle de sport au Canada. C'est tout un faisceau d'indices qui fait qu'on voit que vous avez la volonté de vous établir au Canada, au moins sur le moyen terme, pendant quelques années. Et c'est ce qui fait que vous allez devenir résident fiscal canadien. Donc, il y a 2 critères. Soit vous commencez à créer des liens importants avec le Canada, soit vous restez plus de 6 mois au Canada. Mais c'est bien soit l'un, soit l'autre. Ok, très clair. Merci. Voilà. Ouais, très bien. Autre question. Donc, dans quel cas un Français il est considéré comme résident fiscal canadien? Ça suit un petit peu. La suite logique, en fait, quand vous êtes français, par exemple, ce qui va se passer, très souvent, ce que je vois, c'est le cas des personnes qui déménagent dans l'été. Donc, vous allez déménager courant du mois d'août et puis vous allez vous installer au Canada, par exemple, avec votre famille. À compter du jour où vous arrivez au Canada, vous devenez résident fiscal canadien. Donc, ce qui se passe, si vous venez de la France, par exemple, c'est que sur la première partie de l'année, vous êtes résident fiscal français. Et puis ensuite, imaginons que vous avez atterri le 3 août au Canada. À partir de cette date, vous devenez résident fiscal canadien. Voilà, vous allez scolariser vos enfants à partir de septembre, prendre votre nouvel emploi, par exemple. Et puis voilà, à partir de cette date, vous devenez résident fiscal canadien. Impeccable, très bien. Merci pour ces réponses, Amandine. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur cette résidence fiscale? Est-ce que, je pense que pour l'instant, les internautes t'écoutent sagement et c'est le début. Est-ce que tu voudrais… t'as des petits… des petites choses peut-être auxquelles il faut faire attention. Je crois qu'il y a une question de Mélodie, on pourrait y répondre aussi sur le chat. Oui, bien sûr. Écoute, peut-être avant qu'on réponde à la question de Mélodie, ce à quoi il faut faire attention, c'est que très souvent, il y a des personnes qui pensent qu'on ne peut avoir qu'une seule résidence fiscale sur la même année civile, si on regarde du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir un transfert de résidence fiscale dans l'année. Simplement, par exemple, pour les 6 premiers mois de l'année, vous allez être résident fiscal français, et puis pour les 6 derniers mois, résident fiscal canadien. Il faut faire simplement attention à bien appliquer les conventions parce qu'en principe, vous ne devez pas être résident fiscal d'un même État pour une même date. Par exemple, pendant 3 mois, vous n'allez pas être et à la fois résident fiscal français et à la fois résident fiscal canadien. Voilà. Si on exclut le cas très particulier des États-Unis, parce que les États-Unis ont des cas très, très particuliers, donc on ne parle pas ici du sujet États-Unis, mais voilà. D'accord. OK. Très bien, clair.
Peut-être on peut répondre à la question de Ouais, Mélodie. ouais, Si... je vais prendre la question de Mélodie, tu la vois là. Donc, bonjour, alors Mélodie Ngon, merci Mélodie pour votre question. Bonjour, quelles sont les différences de traitement fiscal entre salariés, travailleurs autonomes et dirigeants de société? Ouais. Alors, vous allez voir qu'on a des régimes fiscaux qui sont quand même assez semblables. Pour le coup, il va falloir tout imposer côté canadien, etc. Ça, on va développer un peu en plus. Mais pour ce qui est de la résidence fiscale, c'est clair que quand on est salarié, c'est plus facile parce que le fait, par exemple, d'arriver au Canada avec un permis de travail, quand on active le permis de travail, c'est ça qui va transférer la résidence fiscale. Quand on est travailleur autonome et dirigeant de société, pour le coup, ça peut être un petit peu différent. Parfois, vous pouvez obtenir la résidence permanente avant de venir au Canada. Okay. Donc, c'est vraiment le moment où vous allez venir au Canada et vous installer. Si vous avez une famille, la famille, c'est très important et ça compte énormément pour le coup dans la résidence fiscale, puisque dès que vous venez avec vos enfants vous installer, très souvent, vous êtes considéré résident fiscal canadien. D'accord, ok. Voilà. Ok, super. Écoute, parfait. Est-ce que les internautes, là, vous êtes, c'est super, vous êtes vraiment nombreux, donc je vous remercie de nous suivre en direct. Voilà, et je remercie aussi ceux qui nous suivront en replay. Tiens, j'enchaîne peut-être. Il y a une question de NPO qui disait arrivée prévue à Toronto en mars, donc c'est bientôt, donc plein de questions. Ouais. Comment sont traités les bénéfices d'une entreprise française SCI détenue par un résident fiscal canadien? Ouais, alors ça, si ça vous va, on va en parler un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, on la garde. Allez, on la garde. Super. On la garde tout à l'heure parce qu'on va l'aborder. Tout à fait. Et j'ai encore une question, mais on va enchaîner sur l'imposition des revenus. Amandine, allez, on démarre. Est-ce que tu peux nous parler des spécificités de l'impôt sur le revenu au Canada? Oui, alors déjà, première spécificité, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure en discutant avec Adrien, déclaration de revenus à produire et impôts à payer pour le 30 avril. Donc là, pour le 30 avril 2026, on va déposer tout ce qui concerne l'année 2025. OK, ça, c'est la première chose. L'autre grosse différence que vous avez avec la France, c'est que vous savez, en France, on a tout ce qu'on parle de foyer fiscal. Quand on est marié, on dépose une déclaration ensemble et puis quand on a des enfants, ça nous rapporte des parts fiscales, ce qui diminue notre impôt. OK ? Tout ça au Canada, vous pouvez l'oublier. Il n'y a pas de notion de foyer fiscal. Les enfants ne vous rapportent pas de parts et ne réduisent pas votre imposition. C'est chacun sa propre déclaration. Peu importe qu'on soit marié, célibataire ou autre, chacun fait sa propre déclaration. Et vous avez la particularité, selon les provinces, qu'il faut produire 2 déclarations. Vous avez toujours l'impôt fédéral et l'impôt provincial à payer, avec la particularité qu'au Québec, c'est la seule province qui fonctionne comme ça. Il y a 2 administrations fiscales. Donc, il faut leur envoyer à chacune la déclaration. Donc, l'ARC, qui est l'administration fiscale pour tout le Canada, la fédérale, et Revenu Québec, qui est l'administration fiscale de la province. Ce qui fait que quand vous êtes, par exemple, un couple installé au Québec, vous allez produire 4 déclarations pour une même année. Voilà. OK, ouais. Ce qui est assez particulier pour le coup comparé à la France. Ok, ça marche. Bon, écoute, très bien. J'enchaîne avec concernant les revenus imposés en fait au Canada, du coup, mais quel type de… Oui, on va en parler. Ça, c'est important. En fait, là, on va partir du cas où vous êtes résident fiscaux canadien, peut-être parce que c'est souvent le cas général quand même. Moi, je t'arrête un petit peu de dire et comment faut-il aussi, parce que c'est si quel type de revenus et comment faut-il les déclarer, parce que désolé, je te laisse. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc pour les types de revenus, quand vous devenez résident fiscal canadien, vous devez déclarer au Canada tous vos revenus. Donc, tous vos revenus, ça veut dire forcément vos revenus canadiens, mais aussi vos revenus étrangers. Si vous avez des revenus de location, par exemple, encore en France, il va falloir aussi les déclarer au Canada. Juste après, on va parler, je pense, peut-être de la double imposition, Adrien, donc j'évoquerai ça à ce moment-là. Oui. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut vraiment tout déclarer. Ensuite, comment on fait pour faire sa déclaration de revenus? Comme je vous l'ai dit, c'est pour le 30 avril. Vous avez pas mal de déductions et de crédits d'impôt quand même qui sont possibles au Canada. Vous voyez, je vous les ai listés dans la partie droite un petit peu. Donc, tout ce qui est les frais médicaux, les frais de garde d'enfants, les frais de scolarité, tout ça, ça peut donner lieu à des déductions. Et très souvent, il faut savoir qu'au Canada, on se fait accompagner par un comptable pour faire sa déclaration. Il faut savoir que même un Canadien né au Canada se fait accompagner par un comptable. Pas forcément le même que vous, parce que vous aurez potentiellement des actifs à l'étranger, mais sinon, ici, tout le monde se fait accompagner par un comptable. Très clair. Voilà. Est-ce que, alors il y a quelques petites questions là, je ne sais pas si tu peux aussi dans le chat, si tu penses que… on va tenter de répondre à toutes vos questions. Et merci. Ouais. J'en vois une justement, si ça te va, Adrien, auquel on peut peut-être répondre d'anonyme.
qui dit: est-ce qu'il faut réaliser la déclaration d'impôt en France et au Canada si on a un déménagement au cours de l'année 2025? Question très importante et d'actualité. Et la réponse est oui. Pour le coup, vous allez avoir une déclaration en France pour la partie de l'année où vous étiez en France et une déclaration au Canada pour la partie de l'année où vous étiez au Canada. Donc oui, il faudra déposer une déclaration dans chaque pays. Et d'ailleurs, ça peut continuer ensuite, même par la suite, parce que si vous continuez à avoir des revenus français alors que vous êtes au Canada, il faudra peut-être déposer en France une déclaration, mais de non-résident cette fois, avec juste vos revenus français. Donc, faites attention quand même à tout ce qui se passe aussi dans votre pays d'origine pour toujours vous assurer si vous devez ou pas, pour le coup, déposer une déclaration. Parfait. Ouais, Cécile qui avait, il y a Cécile aussi qui avait plusieurs questions. Oui, Cécile, elle demandait pour les successions, je vois. Donc ça, Cécile, si ça vous va, j'y répondrai après. On y reviendra après. On va faire une partie dédiée. Tout Et à fait. puis, doit-on déclarer un bien immobilier que l'on possède en France qui ne rapporte pas de revenus? La réponse est oui. Il y a des obligations déclaratives particulières. On va le détailler tout à l'heure. Et puis, si je ne donne pas ces détails et que ça ne vous permet pas de répondre à votre cas, on pourra peut-être repréciser ça, Cécile, si vous voulez. Allez, ça marche. Parfait. Très bien. Alors, le sujet de la double imposition. Oui, on va parler un peu de la double imposition. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que voilà, et comment s'en prémunir quand on voit il y a NPO qui bientôt va venir à Toronto, etc. Enfin voilà, comment? Vas-y, je te laisse. C'est ça. Alors, la double imposition, on va en parler en même temps que la convention, parce que l'un ne va pas sans l'autre, puisque il y a double imposition. La double imposition, ça veut dire qu'on est imposé pour un même revenu dans deux pays. Donc, par exemple, prenons le cas le plus typique quand on est un expatrié français au Canada, c'est je suis résident fiscal canadien, donc je déclare tous mes revenus au Canada, mais j'ai encore des revenus en France. Souvent, c'est des revenus de location. Par exemple, j'ai mis ma résidence principale en location ou j'ai un appartement en location. Dans ce cas-là, ces revenus de location, je dois aussi les déclarer en France. Donc là, on se retrouve dans le cas où ils sont déclarés et imposés en France et ils le sont aussi au Canada. Donc là, on a ce qu'on appelle un cas de double imposition. Pour éviter ça, les pays ont signé des conventions fiscales. On a la chance qu'entre le Canada et la France, on a une convention fiscale. Ce sont deux pays qui ont signé quand même énormément de conventions fiscales. Et justement, la convention fiscale, elle sert à venir effacer les doubles impositions. Donc, par exemple, dans le cas que je citais, si vous avez un immeuble en France avec des revenus de location, côté canadien, qui est votre pays de résidence fiscale, vous allez avoir le droit à un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, ça veut dire que vous devenez demander au Canada une déduction de l'impôt que vous avez payé en France. Donc, si par exemple en France, vous avez payé l'équivalent de 1 000 $ canadiens d'impôt, au Canada, vous allez dire, moi j'ai déjà payé cette somme en France, je ne la repaierai pas au Canada. Et ça permet ainsi d'effacer les doubles impositions. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi, Amandine. Tu as quelques questions, mais je pense qu'on pourrait revenir après pour NPO, le coût moyen annuel, on y reviendra aussi. Écoute, autre question. Alors, on passe, si ça te va, aux revenus donc, issus du patrimoine immobilier et immobilier. Donc, qu'en est-il de ce point de vue-là, s'il te plaît? Oui, alors peut-être je vais détailler un petit peu par type de revenus, si ça te va, Adrien. On va commencer avec l'immobilier, les revenus de location. Voilà, je vous disais tout à l'heure. Les revenus de location, que vous en ayez au Canada ou en dehors du Canada, ils seront imposables au Canada du moment que vous êtes résident fiscaux canadien. Les revenus de location, vous savez, en France, on a plein de régimes de faveur. Vous avez peut-être entendu parler du LMNP, du foncier, du réel, du micro et les abattements. Tout ça au Canada, ça n'existe pas. Au Canada, c'est plus simple, c'est un seul régime unique et c'est toujours au réel. Donc, ça veut dire qu'on prend toujours vos revenus de location totaux sur l'année et on vient déduire toutes vos dépenses de location. Sachant que vos dépenses de location admissibles au Canada, c'est sensiblement les mêmes que ce que vous pourriez connaître en France. Donc, c'est tout ce qui va être les intérêts d'emprunt, les frais que vous payez peut-être à une agence pour la gestion du bien, votre assurance propriétaire, la taxe foncière, etc. Voilà. Et tout ça, ça va nous permettre de déterminer les revenus de location qui sont imposables au Canada. On en parlera tout à l'heure, mais vous allez voir que quand on a des biens immobiliers à l'étranger, il y a des obligations justement déclaratives supplémentaires. On en parlera tout à l'heure et ça rejoindra la question de Cécile. Ça marche, tout à fait. Ensuite, sur le oui, dis-moi, des questions. Non, je te laisse. Super. Ensuite, sur le patrimoine mobilier, il y a le cas particulier des plans d'épargne entreprise. Ça, si certaines personnes ont des cas comme ça, vous savez que vous avez un employeur qui a mis en place un plan d'épargne entreprise et que c'est sur l'entreprise française et que maintenant vous travaillez pour la filiale canadienne, il y a des questions qui peuvent se poser.
En France, vous avez des régimes de faveur qui sont très importants pour ces plans-là. Pour le coup, au Canada, c'est un petit peu différent parce que toutes les sommes qui sont versées dans le plan, notamment par l'employeur et tout ce qui correspond à l'intéressement et la participation, sont imposables au Canada. Donc, ça va être imposé comme du revenu d'emploi. Ce qu'il faut se dire quand on vient au Canada, c'est que tout ce qui est régime de faveur français n'est pas applicable au Canada. Par exemple, autre cas, les intérêts que vous avez sur le livret A. Vous savez, en France, vous n'êtes pas imposé. Bon, les intérêts sont rarement très élevés, mais il faut quand même en parler. Il faut savoir que côté canadien, c'est imposable. C'est de l'intérêt qui est imposable. Voilà. Donc, en fait, tout ce qu'on connaît comme traitement de faveur côté français, quand on arrive au Canada, il faut l'oublier et se dire, OK, mon traitement de faveur côté français, comment il est traité ici au Canada? Voilà. Ok, ça marche. Merci pour ces réponses, Amandine. Je pense qu'on avait quelques questions là concernant. Oui. Attends, j'essaye de prendre concernant l'immobilier. Tac, tac. On va peut-être faire les questions sur l'immobilier si tu veux, avant de couper sur le mobilier. Il semble qu'on en avait une. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, finalement. Résidence fiscale canadienne. Non, mais écoute, je crois y avoir vu, mais non, a priori. Ok, je vais poursuivre un peu sur le mobilier. Et puis, si jamais les internautes, vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. On est là pour ça aussi. Alors, pour le reste du patrimoine immobilier, ce qu'on a aussi souvent, c'est le sujet des actions. Comment sont traitées les actions? Alors ça, c'est un cas qui est un petit peu particulier, mais c'est assez facile pour le coup. Que ce soit des actions canadiennes ou étrangères, le traitement est toujours le même. Ok. Ce qu'on va imposer côté canadien, c'est la plus-value que vous allez faire. On parle de gain en capital au Canada, donc c'est le prix de vente moins le prix d'acquisition de l'action. Les actions, c'est les seules qui ont un traitement de faveur au Canada, tout ce qui est gain en capitaux, puisqu'il y a toujours un abattement de 50% sur la plus-value et il y a seulement les 50% restants qui sont imposables, qui sont intégrés dans votre revenu imposable de l'année. Petite précision, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important d'en parler quand même. Au Canada, vous savez, on a un barème progressif d'imposition, comme c'est le cas en France. Les taux d'imposition vont par contre plus haut. Il faut savoir que, par exemple, au Québec, le taux marginal d'imposition est à 53%. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête parce que les 45% français, ça paraît beaucoup, mais au Canada, on a quand même jusqu'à 53% d'imposition. Et les tranches marginales peuvent quand même être atteintes assez rapidement. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de clients qui les atteignent. Pour le coup, quand on est expatrié, on a souvent des salaires élevés et donc ça fait qu'on atteint les tranches marginales. Voilà, donc pour les actions, on a cet avantage-là quand même que on a 50% du gain qui est exonéré, on n'impose que 50%, ce qui est quand même intéressant. Ensuite, peut-être on va parler des assurances-vie françaises, parce que ça, c'est un très, très gros sujet. L'assurance-vie française, c'est un placement qui est adoré par les Français, mais qui au Canada est beaucoup moins avantageux. Votre assurance-vie française, elle n'est pas imposable en France tant que vous ne faites pas de retrait ou que vous n'avez pas de rachat du contrat ou qu'il n'y a pas d'héritage, etc. Au Canada, vous êtes imposable tous les ans sur votre assurance-vie française sur la prise de valeur du contrat. Donc, très simplement, je prends la valeur du contrat au 31 décembre de l'année, je prends la valeur au 1er janvier. Et la différence de valeur entre les deux, si elle est positive, on va considérer que c'est des intérêts qui sont imposables au Canada. Donc, faites attention à ça. Il y a des personnes qui ont des contrats d'assurance-vie qui sont très, très intéressants parfois en France, qui prennent beaucoup de valeur. Là, pour le coup, ça peut être imposé au Canada. J'ai la question sur les assurances-vie luxembourgeoises. Oui, vas-y. En fait, je la traite en même temps. C'est pareil pour les assurances-vie luxembourgeoises. En fait, tous les contrats d'assurance-vie étrangers sont considérés au Canada comme non qualifiants et sont considérés comme des produits de placement. Donc, même si, vous savez, on me demande aussi la distinction pour ceux qui sont habitués pour les contrats d'assurance-vie, la distinction unité de compte, fonds en euros, etc. Ça ne change rien non plus. C'est toujours le même traitement. Voilà. Et s'il y a une moins-value latente, là, pour le coup, il n'y a pas d'imposition pour l'année, mais par contre, vous ne pouvez pas la déduire. Donc, juste, vous aurez cette moins-value latente et l'année prochaine, l'année suivante, on verra s'il y a une plus-value ou pas. Voilà. Il y a une époque où la RC acceptait que cette moins-value latente soit déduite en frais financiers, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, pour le coup, il n'y a pas moyen d'utiliser cette moins-value pour vos revenus de l'année. Voilà. Parfait. Il y a juste Frédéric qui dit pareil sur un PEA. Oui. Alors, sur un PEA, c'est différent. Le régime du PEA, Frédéric, ça va être traité comme les actions. Donc, le PEA, on va le traiter action par action. Sur la déclaration canadienne, on va venir identifier chacune de vos actions du PEA. Et si vous faites des cessions sur ces actions-là, ce ne sera pas imposable en France, mais par contre, ça le sera au Canada. Voilà.
Il y a le régime des stock options aussi que j'avais ajouté là, Adrien, tu vois. On ne va pas en parler à l'oral parce que c'est quand même super complexe. Si jamais il y a des gens qui sont concernés ou autres, on pourra en parler. Les internautes, n'hésitez pas à nous le dire, mais c'est vraiment compliqué. Il y a cette distinction entre avant et après le déblocage. Voilà, s'il y a des questions précises dessus, on pourra y répondre, mais sinon, je ne vais pas vous donner ces infos-là en plus. Tout à fait. Par ailleurs, j'en profite, Amandine, tu pourras laisser aussi ton adresse peut-être directement pour qu'on puisse te contacter si vous avez des questions. Et voilà, on reparlera du cabinet, mais Amandine pourra y répondre ultérieurement, bien entendu. Elle le fera en direct, mais elle pourra également le faire après. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et de toute façon, dans l'article qu'on aura plus tard, on vous laissera aussi, et même sur la chaîne YouTube, on laissera les adresses. Donc, vous pourrez évidemment recontacter le cabinet et Amandine directement. Avec plaisir. Peut-être on discute aussi des questions, parce que je vois aussi une question sur pas d'équivalent du PFU. En effet, il n'y a pas d'équivalent du PFU au Canada. Pour le coup, on est dans un régime, vous savez, avant PFU, donc avant l'élection de Macron en France. Pour le coup, on n'a pas de régime particulier pour tout ce qui est revenu de placement au Canada. Donc, c'est intégré vraiment avec vos autres revenus, avec l'exception des gains en capitaux. Mais pour le coup, c'est la seule exception qu'on a. Ok, impeccable. Voilà. Donc, si vous avez des entreprises étrangers, vous pouvez avoir 53% d'imposition dessus, ce qui fait bien plus quand même que le PFU en France. C'est clair, c'est clair. Impeccable. Parfait. Est-ce qu'on va sur le prochain topic Oui, ça me va. On va aller sur le prochain topic et puis on redescendra sur des questions déclaratives. C'est bien. En tout cas, merci. Tu nous franchement, tu as bien répondu à toutes les questions sur l'imposition. Je pense que ça va bien aider tous nos internautes expatriés ou même ceux qui sont en France et qui vont venir au Canada. Vous êtes toujours plus là à vous connecter depuis tout à l'heure, donc vraiment merci beaucoup de nous suivre, à vous qui êtes en direct et à vous qui nous voyez en replay, parce que voilà, merci à vous également. Je prends de l'avance. Donc sur les obligations déclaratives. Allez, j'ai une question. Elle est assez simple. C'est à partir de quel moment un expatrié français est-il soumis aux obligations fiscales canadiennes ? Et en fait, c'est dès que tu deviens résident fiscal. Donc, ça rejoint la question qu'on a parlé tout à l'heure de la résidence fiscale. Dès que tu es résident fiscal, tu as ces obligations déclaratives. Ça marche. OK. Et les principales obligations déclaratives à connaître Oui, alors en gros, au Canada, est-ce que… Oui, il y en a deux principales. Et alors ça, il faut y faire attention parce que quand vous avez un dossier qui est traité notamment par un comptable qui fait que de la comptabilité et de la fiscalité canadienne québécoise, c'est des formulaires sur lesquels vous n'êtes jamais informé. C'est uniquement du déclaratif, il n'y a pas d'imposition supplémentaire, mais on en parlera après, si vous ne les faites pas, il y a des pénalités. Donc pour le coup, attention à ça. La première, c'est le formulaire T1135. Le formulaire T1135, c'est celui sur lequel vous allez répertorier tous vos biens étrangers. Donc ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure, où on nous demandait si on a un immeuble qui ne produit pas de revenus de location, est-ce qu'on doit quand même le déclarer ? Et bien la réponse est oui, et vous allez le déclarer sur ce formulaire. Ce formulaire, vous devez le compléter dès que la valeur de vos biens étrangers dépasse 100 000 $ canadiens. Mais c'est en cumulé. Donc, si on rapporte ça en euros, vous voyez en ce moment avec le taux de change, ça fait à peu près 60 000 €. Il suffit que vous ayez 20 000 € sur un livret A et puis 50 000 sur une assurance vie et déjà, vous devez compléter le formulaire. Si on a un bien immobilier, on n'en parle même pas parce que souvent, la valeur du bien immobilier dépasse très vite le seuil. Et donc, il faut venir compléter ce formulaire sur lequel vous allez lister tous vos biens étrangers. Donc, vos comptes bancaires, même les comptes courants les plus simples. Les parts de sociétés civiles immobilières vont aussi rentrer dedans. Les actions que vous pourriez avoir en direct ou sur un PEA, les contrats d'assurance vie et ensuite les immeubles, qu'ils soient loués ou non. Pareil, si vous détenez la nue propriété d'immeubles avec vos parents, parce que ça, en France, c'est très souvent fait, les démembrements, etc. Ça doit aussi être intégré dans le formulaire T1135. Donc, attention à bien être exhaustif quand vous communiquez cette liste. Et le second formulaire à compléter, c'est le formulaire T1134. Le T1134, c'est vraiment très particulier. C'est quand on a une société étrangère à plus de 10%, avec les membres de sa famille. C'est notamment si on est propriétaire, vous savez, d'une SARL familiale avec sa famille ou même d'une SCI qui est soumise à l'IS, parce que les SCI soumises à l'IR ne sont pas concernées. Mais si jamais vous avez une SCI familiale qui traîne, qui est soumise à l'IS, il faut absolument penser à faire ce formulaire-là. Voilà. Je vois qu'on a des petites questions sur la valeur totale des biens étrangers. On va en parler en même temps, je pense, si ça te va, parce que je pense que ça va.
Ouais, bien sûr. On parle de valeur pour les biens étrangers. Pour les comptes bancaires, il faut les réévaluer tous les ans. Donc, les comptes bancaires, c'est solde au 31 décembre. OK, donc là, c'est assez facile de le trouver. Pour ce qui est des biens immobiliers, il va falloir connaître soit leur date d'acquisition, OK, enfin leur valeur d'acquisition, pardon, soit leur valeur à votre date d'arrivée au Canada. Et c'est cette valeur-là qui fera foi pour le Canada. Donc, si à l'approche de votre date d'arrivée au Canada, vous avez des biens immobiliers à l'étranger, il faut aller voir une agence immobilière et leur demander d'évaluer vos biens étrangers. OK ? La valeur qui soit la plus haute possible tout en restant raisonnable, mais il ne faut pas minorer cette valeur puisque c'est cette valeur ensuite qui sera inscrite sur le formulaire T1135 et qui, en cas de cession, servira pour le Canada de prix d'acquisition. OK ? Si le bien, vous l'avez acquis depuis que vous êtes au Canada, c'est plus facile. Vous avez juste à prendre votre prix d'acquisition au Canada. Voilà. Donc, attention à ça et attention à bien faire évaluer ces immeubles avant de partir au Canada ou du moins proche, pour le coup, de la date d'arrivée. Ça marche. Très bien. C'est clair. Merci, Amandine. Je voulais qu'on parle de risques, en fait, certains risques sur ces obligations déclaratives en cas de non-conformité ou d'oubli de déclaration. Qu'est-ce qu'on risque? Eh bien, ce que vous risquez, c'est 2 500 $ de pénalité par an et par personne. Donc, si vous êtes un couple qu'il fallait chacun produire le formulaire, ça fait 5 000 $ par an. Les pénalités s'accumulent quand même très vite. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas d'impôt sur le formulaire T1135 et T1134. C'est uniquement du déclaratif. Simplement, si vous ne le faites pas, il y a une pénalité. Donc, moi, je conseille toujours de le faire parce que c'est très important. Parfait. Et donc, les bons réflexes à adopter pour rester en règle, simplement. Oui, et bien surtout lié à ces formulaires-là, toujours penser à bien faire le formulaire, à bien avertir votre comptable que vous avez des biens à l'étranger. S'il ne vous pose pas de questions supplémentaires, insistez sur le formulaire, c'est très important. Sinon, après, il faut régulariser en arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis aussi, faire évaluer ses biens immobiliers avant de partir si on le peut, parce que ça permettra de faire augmenter la valeur côté canadien et donc d'être moins imposé côté Canada en cas de vente, etc. Donc, attention à ça. Voilà. Je voyais Cécile qui posait la question, y a-t-il un impôt sur le formulaire T1135 Oui, c'était ça. Donc ça, non, c'est ce que je disais, Cécile, pour le coup, je l'ai redit après. Ouais, non, vraiment, c'est uniquement du déclaratif, pas d'impôt. Simplement, si vous ne le faites pas, il y a une pénalité. D'accord. C'était la question, Cécile aussi qui a pas mal de questions. Merci beaucoup, hein, Cécile, de participer, qui parlait de quand on hérite, c'était sur l'assurance vie, hein, mais si on remplit quand on hérite d'une assurance vie, on remplit le formulaire T1135. Ça dépend comment ça se matérialise pour le coup, Cécile, de votre côté. Est-ce que vous avez hérité du contrat en tant que tel? Est-ce que vous avez hérité des sommes ou pas? Si vous héritez du contrat ou des sommes d'argent et que tout ça reste en France, oui, il faut compléter le formulaire T1135. Si vous avez seulement hérité des sommes et qu'ensuite vous les rapatriez aussitôt au Canada, dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire de le compléter. Voilà. Top, super. Écoute, c'est parfait, ça me paraît assez complet. Si vous avez d'autres questions sur les obligations déclaratives, on pourra y revenir en fin de webinaire. On a dépassé à peu près la moitié de ce webinaire. Je remercie Amandine d'être là, notre experte du jour, donc pour le cabinet, qui est directrice du cabinet MSGL pour la partie Canada, d'être là aujourd'hui avec nous et de nous donner toutes ces idées, toutes ces solutions. Vous êtes toujours plus là à être connectés depuis qu'on est… nous sommes en live. Je vous retrouverai évidemment ce webinaire et en replay donc dans un article que vous retrouverez sur les éditions du petitjournal.com ou sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, si vous avez loupé le début, vous pourrez revoir de toute façon la première partie ultérieurement. Voilà. Mais écoute, Amandine, j'enchaîne. On va passer sur le cas des donations et des successions parce que ça c'est un… Oui, c'est un gros sujet, ça. Ouais, gros sujet sensible et quand même on ne peut plus. Et important à connaître. Ouais. Peut-être, si ça ne dérange pas de rien, je vois juste qu'il y a une petite question d'un membre anonyme, d'un internaute qui demande s'il y a un IFI au Canada. Je vais y répondre parce que la réponse est très simple et la réponse est non. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière au Canada pour le coup. Donc voilà, il n'y a pas de sujet comme cela côté canadien. Ok, très bien. Voilà. Ouais. Alors, allons-y sur les droits de donation et de succession. Sur les cas de donation et de succession. Alors, les premières questions, quelle est la fiscalité applicable à des donations et successions transfrontalières? Ouais, alors là, pour le coup, ça, c'est vraiment très particulier.
peut-être avant, si ça te va, je refais un petit topo général sur les règles canadiennes, parce que ça permettra de comprendre le transfrontalier ensuite. Ce qui se passe déjà au Canada, c'est qu'il n'y a pas d'impôt particulier sur tout ce qui est succession et donation, que ce soit au niveau fédéral et au niveau provincial. Comme il n'y a pas d'impôt particulier, on entend très souvent « Ah, ben, en cas de donation ou de succession au Canada, on n'est pas taxé ». Ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que côté canadien, quand une personne décède ou donne un bien, elle est considérée comme avoir vendu le bien et non pas l'avoir donné ou cédé. Donc, en fait, elle va être imposée sur le gain en capital qu'elle aurait fait. Donc, on va prendre la valeur réelle du bien au jour où elle donne, moins le prix d'acquisition, et ça va constituer un gain en capital. Et ensuite, le régime va être le même que celui que j'ai expliqué tout à l'heure pour les actions. Donc, abattement de 50% et 50% du reste supplémentaire. C'est bien la personne qui donne ou qui décède qui est imposée. C'est un peu particulier parce que du coup, la personne qui décède sur sa dernière déclaration de revenus, elle est imposée comme si elle avait cédé tous ses biens. C'est une fiction juridique, mais voilà. Et donc, ça fait qu'il y a des gains en capitaux, mais il n'y a pas d'impôt sur les successions en tant que tel. Vous savez, en France, vous savez, les droits de mutation à titre gratuit, avec cet abattement de 100 000 euros par enfant et par parent, etc. Tout ça au Canada, ça n'existe pas. C'est tout traité comme si vous aviez vendu. Donc, peu importe que vous donniez le bien à un enfant, à un tiers ou autre, ce sera toujours le même régime. OK ? Ensuite, la grosse exception qu'on a, c'est que les dons de sommes d'argent ne sont pas imposés au Canada. Donc, si vous êtes résident fiscaux canadien avec vos enfants et que vous voulez leur donner de l'argent, faites-le pendant que vous êtes au Canada. Parce que peu importe la somme que vous leur donnerez, ce ne sera pas imposable. OK ? Ça, c'est si tout le monde est résident fiscaux canadien. Attention, si par exemple vos enfants sont en France, le régime sera différent. Maintenant, passons au cas où on a ce qu'on appelle une succession ou une donation transfrontalière. Le cas qu'on a le plus souvent, c'est vous êtes expatrié au Canada, vos parents sont souvent encore en France, commencent à vieillir, etc. Et puis, malheureusement, il y a un décès. Et donc là, se pose la question de la donation ou de la succession. Il faut savoir que côté français, vous serez imposé sur la donation ou la succession parce que la personne qui décède habite en France. Okay ? Quand la personne qui décède habite en France ou que le bien se situe en France, vous serez soumis à l'impôt en France. Donc, vous allez payer l'impôt sur les donations et les successions en France. Ensuite, côté canadien, cette succession-là, vous ne serez pas imposé dessus. Comme c'est vous qui recevez, vous n'êtes pas imposable au Canada, ce qui est plutôt quand même une bonne nouvelle. Vous paierez l'impôt uniquement en France. Par contre, attention, si vous commencez à recevoir de la succession des sommes d'argent qui sont sur un compte en France, des biens immobiliers ou des contrats d'assurance vie, ce genre de choses qui restent en France, il faut les déclarer sur votre formulaire T1135. C'est la seule chose que vous avez à faire au Canada, mais il faut bien le faire, sinon, bien sûr, il y aura une pénalité, comme on disait tout à l'heure avec Adrien. Ouais. Voilà. Parfait, merci. Écoute, est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur la question concernant la fiscalité applicable à des donations, des successions transfrontalières, ou est-ce que tu veux? Oui, écoute, voilà, pour le transfrontalier, c'est ce que j'expliquais un petit peu là, tu vois, pour si il y a une famille, le parent qui décède en France et puis moi, je suis côté canadien. Pour le coup, côté canadien, quand je vais recevoir tout ça, je ne vais pas avoir d'imposition. Ouais. L'imposition, elle sera en France, mais voilà. Par contre, dans le cas inverse, si vous êtes au Canada avec vos enfants et que vous décédez pendant que vous êtes au Canada, il faut savoir que c'est vous, en tant que défunt, qui allez être imposé sur votre dernière déclaration de revenus. Voilà, il y a une fiction juridique qui se crée avec la succession et ensuite, vos enfants recevront les sommes libres d'impôt. Très bien. OK. Voilà. Et est-ce qu'il y a des stratégies, en fait, à mettre en place pour anticiper, optimiser un peu cette transmission de patrimoine? Alors, je sais que côté canadien, nous, c'est un sujet qu'on ne traite pas au cabinet, mais côté canadien, si vous êtes au Canada et vos enfants aussi, il peut y avoir le sujet de mettre en place une fiducie. Voilà, ça, c'est la fiducie, le trust que vous entendrez aux États-Unis peut-être. Voilà, mais ça peut être intéressant. Aussi, l'autre chose, c'est qu'au Canada, les dons de sommes d'argent ne sont pas imposables. Donc, si vous êtes au Canada avec vos enfants qui sont, par exemple, étudiants ou autres et que vous pensez à leur donner de l'argent pour X ou Y raison, faites-le avant de rentrer en France ou avant qu'ils déménagent ailleurs ou autre. Faites-le pendant que vous êtes tous résidents fiscaux canadiens parce que pour le coup, il n'y aura pas d'impôt à payer sur ça. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà, c'est surtout les deux points auxquels il faut penser. Après, pour le coup, quand on reçoit une donation ou une succession côté canadien alors que les parents sont en France, l'optimisation doit plutôt se passer côté français puisque côté canadien, de toute manière, quand on reçoit, on n'est pas imposé. Voilà. Parfait, très bien. Écoute, j'en viens alors, je vois les internautes, n'hésitez pas à poser
vos questions. Je vois des personnes qui arrivent aussi, peut-être Anonyme là, qui dit bonsoir. Anonyme, vous pourrez revoir le webinaire en replay sans problème. N'hésitez pas à poser des questions. On est encore là pour un petit peu de temps, au moins jusqu'à au moins 10-15 minutes minimum, peut-être certainement plus. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on y reviendra un peu plus tard. J'enchaîne sur les points de vigilance, si c'est OK pour toi, Amandine. Alors, allez, quels sont les pièges à éviter, les clés à connaître pour optimiser cette situation fiscale? Est-ce que tu peux nous donner les clés? Alors, les pièges à éviter. Plusieurs choses, je dirais. Déjà, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Quand on a un régime de faveur en France, il ne faut pas arriver au Canada et se dire « Ah, j'ai un régime de faveur en France et du coup, au Canada, j'aurai le même. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque système fiscal a ses propres régimes de faveur. L'avantage, c'est qu'au Canada, vous avez aussi des régimes de faveur. Donc, si vous voulez vous installer au Canada sur le moyen long terme, il faut quand même penser à faire des placements peut-être aussi côté canadien. Pourquoi? Parce que déjà, les rendements des placements peuvent être bien plus intéressants au Canada que ce que vous pourriez avoir dans l'Union européenne, de un. Et puis de deux, au Canada, on a aussi certains régimes enregistrés, notamment pour la retraite, qui permettent d'avoir des réductions d'impôts. Donc, en fait, quand vous cotisez à ce régime-là, vous avez une réduction d'impôts. C'est le REER, pour ceux qui sont déjà au Canada et qui connaissent un peu. Ça, c'est des choses importantes. Le deuxième piège à éviter, selon moi, c'est tout ce qui est lié aux déclaratifs et aux biens étrangers. C'est vraiment très important de les déclarer et du coup de faire appel à quelqu'un qui a la double compétence et qui sait traiter vos avoirs à l'étranger. Parce que si vous allez voir quelqu'un qui traite que de la fiscalité canadienne et québécoise, il le fera très bien sur son domaine pour le coup, mais le risque, c'est que tous vos avoirs étrangers passent à la trappe et que dans quelques années, vous soyez obligé de tout régulariser. Voilà. Et surtout, dernier point pour moi, pensez à anticiper la période fiscale en vous rapprochant assez vite d'un comptable pour connaître la situation. Et pareil, en cas de départ du Canada, pensez à l'anticiper aussi et à vous intéresser aux conséquences fiscales au jour où vous repartez du Canada. Merci Amandine. Écoute, justement, on a quelques questions qui sont arrivées là d'anonymes et en plus, qui était ma prochaine question concernant l'exit tax. Donc, on a la question, je reformule ma question puisqu'il l'avait posée une première fois. Y a-t-il une exit tax au Canada? Et oui, il y a une exit tax au Canada et on va en parler parce qu'elle est importante. Vous avez une exit tax en France, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais l'exit tax en France, elle a un champ d'application qui est très réduit. Il faut soit avoir plus de 50% des parts d'une société à l'IS, soit que les parts valent plus de 800 000 euros. Donc, comment vous dire que ce n'est pas non plus tout le monde qui est concerné, ce qui fait qu'on en entend assez peu parler. Au Canada, il y a bien un impôt de départ et il est beaucoup plus large. Le principe, c'est que dès qu'un résident fiscal canadien quitte le Canada et donc n'est plus résident fiscal canadien, il est réputé avoir cédé tous ses biens. Et donc, il va être imposable sur toutes les plus-values latentes sur ses biens. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est important d'avoir une valeur au jour de l'arrivée et au Canada, et puis une valeur au jour du départ, parce que c'est ça qui nous permettra d'identifier la plus-value et de vous imposer. Il y a une grosse exception des 5 ans. J'entends très souvent « Ah, mais moi, je suis resté moins de 5 ans au Canada, donc je ne suis pas soumis à l'exit tax. » Attention, c'est vrai seulement en partie. C'est vrai pour les biens que vous aviez à votre arrivée au Canada et si vous restez moins de 5 ans. Je m'explique. Si vous restez 3 ans au Canada, mais que dans l'intervalle, vous avez acquis 2 biens immobiliers en France, ils seront soumis à un impôt de départ. Okay ? Donc, la règle des moins de 5 ans, ça vaut vraiment, on fait une photographie du patrimoine au jour où vous arrivez. Si à ce moment-là, vous aviez un bien immobilier, vous partez au bout de 3 ans, il n'y aura pas d'impôt de départ. Okay ? Si vous aviez un bien immobilier, au bout d'1 an au Canada, vous en achetez un deuxième et puis vous partez au bout de 4 ans, le premier bien ne sera pas soumis à exit tax, mais le second, lui, le sera. Okay ? Donc, faites très attention. Et ensuite, au-delà de 5 ans, j'ai envie de dire que là, c'est un petit peu plus facile puisqu'il y a tout qui est soumis à impôt de départ. Attention, on a quand même des grosses exceptions. Tout ce qui est somme d'argent sur les comptes bancaires, etc., n'est pas soumis à impôt de départ. Donc, le solde que vous avez sur des comptes courants, etc., c'est vraiment pas soumis pour le coup à impôt de départ. Et les biens immobiliers canadiens, si vous les conservez après votre départ, ne sont pas non plus soumis à l'exit tax canadienne. Okay ? Mais par contre, ça peut être tout ce qui est immeuble français, actions, que vous ayez des actions en France ou au Canada, ce sera forcément soumis à impôt de départ si vous respectez les autres conditions.
Voilà, ça, c'est les deux sujets majeurs. Donc, vraiment, attention avec l'impôt de départ. Parfait. Merci beaucoup, Amandine. Je ne sais pas si tu vois, mais on a plusieurs questions aussi qui sont arrivées, mais il y a un peu du pêle-mêle aussi parce qu'on revient sur la donation tout à l'heure. Allez, dans quel sens on va les prendre? Tac, tac, je suis. Alors, il y a une question de. Tac, tac, allez, je vais prendre l'anonyme. Bonjour, je suis au Canada avec. Enfin, si ça te va, Amandine, hein, on peut. Oui, vas-y, on va prendre les questions au fur et à mesure. Voilà, prenons-les. Bonjour, je suis au Canada avec ma conjointe, de fait qui n'a pas de revenus canadiens. Nous devrons faire 2 déclarations séparées. Est-ce que j'aurai un refund de taxes, sachant qu'elle n'a pas eu de revenus? Alors, la réponse est oui, il faudra bien faire 2 déclarations séparées. Il faut absolument qu'elle dépose une déclaration, même si elle n'a pas de revenus, parce que ça permet de déclencher ses droits, ne serait-ce que pour les allocations familiales ou ce genre de choses. Et potentiellement, vous aurez en effet peut-être un remboursement de taxes. Pourquoi? Parce que en fait, au Canada, chacun a un crédit personnel. Le crédit personnel, c'est entre 16 et 17 000 $ selon le revenu qu'on a. Et ça fait qu'en dessous de ce revenu imposable-là, on n'est pas taxé. Okay, quand il y a un des conjoints qui ne travaille pas, ce qui se passe, c'est qu'il peut transférer ce crédit-là à l'autre. Donc, pour le coup, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un crédit personnel, vous en aurez 2. Donc, potentiellement, ça réduira votre imposition et vous pourrez avoir un remboursement de taxes. Parfait, merci. Une autre question d'anonyme alors là, c'est sur la donation. Donc, qu'en est-il de la donation partage, configuration transfrontalière? Alors, je suppose que la donation partage, il faudrait que vous me précisiez ce que vous entendez par là. Est-ce que c'est un cas démembrement de propriété ou est-ce que c'est un cas où, par exemple, je ne sais pas, c'est entre conjoints? Quel est le cas précisément? Oui, alors après, je vois, est-ce que c'est sur la suite? Il me semble que depuis le règlement, un seul le fait, un décidé résident. Alors, oui, c'est pas très, très clair, effectivement. Ouais. Est-ce que. Jamais vous pouviez préciser pour le coup. Pas mal. Ouais. Parce que voilà, en cas de donation-partage, je vais essayer de faire les règles générales, peut-être que ça vous aidera. En cas de donation-partage, déjà, je vois le règlement UE, etc. Le règlement UE, pour le coup, nous, ne s'applique pas puisqu'il faut savoir qu'on est entre la France et le Canada. Donc, la France peut l'appliquer si elle veut, mais le Canada, entre guillemets, ne le regardera pas. OK ? Ensuite, il faut savoir que la convention fiscale France-Canada ne traite pas tout ce qui est donation et succession. Ok, donc tout ça, c'est pas dans la convention fiscale. Pourquoi? Parce que d'un côté, en France, c'est traité comme donation-succession et puis au Canada, c'est traité comme une vente. Donc, forcément, la convention, elle ne peut pas traiter quelque chose qui est qualifié de 2 manières différentes. On en avait une à une époque, mais ils ont décidé de la supprimer. Donc, voilà, pour le coup, ils l'ont abolie, elle ne s'applique plus. Si jamais il y a une donation-partage, par exemple, je ne sais pas moi, un parent qui fait une donation-partage entre plusieurs enfants, votre part à vous sera en effet imposée en France dès lors que la personne qui donne est en France ou que le bien se situe en France. Côté canadien, ce ne sera pas imposé et par contre, il faudra simplement le déclarer sur le formulaire T1135. Voilà. Donc, peut-être si jamais on peut préciser, si jamais la personne qui a posé la question peut nous remettre des précisions, on pourra peut-être… Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous allons voir. Alors, j'ai d'autres questions. On en a plusieurs là sur la fin. Tout le monde c'est super. Alors, il y avait une question sur faut-il fermer j'aimerais savoir, faut-il fermer ces ou certains comptes avant de quitter la France? Bon, on y avait un petit peu… Ouais, ça, c'est pas obligatoire pour le coup. C'est plutôt vous. Par contre, si vous avez pour projet, avant d'aller au Canada, d'ouvrir une énorme assurance vie française, c'est pas forcément optimal, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais pour le coup, sinon, vous pouvez conserver vos comptes. Il n'y a pas de souci avec ça. Et moi-même, souvent, je conseille quand même, surtout si vous avez un projet de, vous savez, seulement être au Canada pour du moyen terme et de retour en France. Essayez quand même de conserver un compte en banque, même s'il n'y a pas beaucoup de liquidité dessus. Pourquoi? Parce qu'ensuite, quand vous revenez et que vous devez rouvrir un compte, là, ça peut être un petit peu la bataille avec la banque, etc. Alors que si vous avez gardé votre compte ouvert, vous aurez moins de soucis pour le coup avec ça. Parfait. Merci, Amandine, de répondre aux questions des internautes. On en a… Allez, j'enchaîne un petit peu. Alors, concernant Cécile, si on arrive avec un bien immobilier que l'on vend pendant un séjour au Canada, que l'on en rachète un autre, donc on est arrivé avec un bien et on repart avec un bien, comment cela se passe-t-il? Je ne sais pas si c'est très clair de ma part, mais tu veux le… Oui, pour le coup, c'est très clair. En fait, elle me dit, elle avait bien un bien à son arrivée, entre guillemets, elle l'a vendu et puis elle en a racheté un autre. Et en fait,
c'est vraiment par bien, hein, Cécile, qu'on raisonne. Donc, pour le coup, ce que le Canada voit, c'est que vous aviez un bien 1 que vous avez vendu et puis ensuite, vous avez acheté le bien 2. Et vous repartez, vous avez le bien 2. Ce n'est pas le bien 1 que vous aviez. Donc, pour le coup, oui, il y aura exit tax sur le bien 2. Et je vois qu'il y a une petite précision de David qui est avec nous, David Ehab de la Banque Transatlantique, qui dit pas d'exit tax sur les REER. Et je confirme, pas d'exit tax sur les REER et les régimes enregistrés canadiens, c'est très important. Merci David pour le coup et bonjour si tu passes par là. Excellent. Merci beaucoup David. Ok, parfait. Alors attends, d'autres questions là. Alors anonyme. Alors maison en indivision avec frères et sœurs suite à des parents. Je suis en train de me faire racheter ma part. Est-ce qu'elle est imposable au Canada? Alors la dernière question là qui vient d'être posée. Ouais, je suppose que ça complète pour le coup peut-être je ne sais pas si ça complète la donation partage ou pas, si c'était par rapport à tout à l'heure pour le coup. Merci. Et je vois qu'il y a Elodie aussi pour le coup. Voilà. Bon, ben, merci à tous les deux. En tout cas, je vois vos petits mots, ça me fait plaisir. Merci à tous les deux pour le coup. C'est toujours aussi chouette de travailler avec vous. Donc oui, pour la maison, pour le coup, en indivision, alors ça dépend comment ça se passe. Est-ce que le rachat a eu lieu dans la succession ou pas? Souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une valeur qui est donnée à votre part dans la succession. Ok, on va considérer côté canadien que c'est votre valeur d'achat. Ensuite, vous allez vous faire racheter la part. Si le prix est le même, pour le coup, il n'y a pas de plus-value. Imaginons que vous faites racheter votre part 2 fois plus que ce que vous l'avez eu il y a quelques années ou autre. Et bien là, dans ce cas-là, il y aura une imposition sur le gain en capital côté canadien. Donc, comme je vous ai expliqué pour les actions avec le 50% d'abattement, etc., ok, ça viendra se réintégrer dans votre revenu imposable. Et si vous payez aussi de l'impôt en France en même temps, il y aura un crédit d'impôt côté canadien pour éviter la double imposition. Parfait. J'ai une petite question là sur les cryptos. Bon, les lois sont-elles identiques sur les cryptos actifs? Est-ce que ça, tu saurais? Oui, les cryptos actifs, attention, quand vous arrivez au Canada, pour le coup, les cryptos actifs, c'est le même régime que je vous ai exposé, vous savez, pour les actions. Majoritairement, quand vous cédez des cryptos actifs, etc., tout est imposable côté canadien. Faites attention avec les cryptoactifs. Si vous faites beaucoup d'opérations, sachez que votre déclaration va devenir très complexe parce qu'au Canada, il faut vraiment tout déclarer opération par opération. Et au Québec, c'est pareil. Donc, si vous faites beaucoup d'opérations sur vos cryptoactifs, attention, ça va venir vraiment alourdir votre déclaration. Et très souvent, la personne avec qui vous travaillez, le comptable, le fiscaliste, va quand même vous proposer des honoraires qui seront un peu plus élevés. Voilà. Parfait. Merci Amandine. Écoute, je vais stopper un petit peu avec les questions et si ça te va, et on arrive un peu sur la fin et est-ce que tu peux nous parler, je vais te demander de nous parler un peu de l'accompagnement MSGL, de ton cabinet. Voilà, est-ce que tu peux nous rappeler l'importance de se faire accompagner tu nous en as parlé c'était un peu le fil conducteur, tu nous en as parlé quand même pendant ce webinaire, pour anticiper l'impact fiscal de son expatriation et les services que vous proposez, comment se déroule l'accompagnement et comment les participants peuvent-ils vous contacter, même si j'avais aussi répondu de notre part. En tous les cas, on mettra évidemment, on donnera les contacts aussi sur le replay. Voilà, je te laisse. Ouais, super, merci Adrien. Peut-être avant que je réponde à tout ça, je pense que dans les dernières slides, tu as peut-être mon adresse mail et le lien de mon calendrier. Peut-être que tu peux, juste après, je pense, comme ça, voilà, si jamais il y en a qui en attendant noter l'adresse mail, vous pouvez, on vous les redonnera, mais voilà. Vous avez donc mon adresse mail et puis le lien de mon calendrier si jamais vous voulez prendre des rendez-vous et puis bien sûr, on vous les retransmettra. Nous, le cabinet, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, moi, je fais des déclarations d'impôts, notamment pour la période fiscale. Là, je me prépare avec mon équipe. On fait un accompagnement fiscal avec des déclarations d'impôts. On propose des forfaits à l'année. Le forfait à l'année, ça inclut toujours votre déclaration, celle de la famille, donc les vôtres, celle de votre conjoint, conjointe, voilà, et 2 heures de temps. Tout le temps dans nos propositions de services. Pourquoi? Parce que moi, je veux qu'on ait un accompagnement sur toute l'année et que vous puissiez discuter avec moi toute l'année. Pour le coup, c'est bien qu'on se parle pendant la période fiscale, mais c'est bien aussi qu'on se parle le reste du temps quand vous avez des questions, notamment quand il se passe des choses en France ou autre, pour anticiper et puis arriver à chaque fois à connaître les incidences pour le coup côté canadien. Voilà, nous, je pense que vous l'avez compris, notre spécialité, c'est les expatriés. On a vraiment une double compétence à la fois pour le coup en France et au Canada. C'est mon cas, mais c'est aussi le cas de toute mon équipe puisque je recrute sur ce critère-là. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de vous parler avec les aspects canadiens et français et puis de vous faire des analogies pour être compréhensible à la fois pour le système fiscal canadien et pour le système fiscal français. Voilà. Et il faut savoir que pour les propositions de services,
moi, je rencontre toujours les personnes d'abord pour un premier rendez-vous de 30 minutes pour faire le tour de votre situation, que ce soit pour la déclaration de revenus ou pour une autre mission. Parce que tout le reste de l'année, je fais aussi d'autres choses. Je fais des simulations d'impôt de départ, on va faire des régularisations pour les années antérieures, on va écrire des notes ou des mémos fiscaux sur certains sujets. Voilà. À chaque fois, on fait toujours un premier rendez-vous pour établir votre situation et puis derrière, on fait une proposition et si ça vous intéresse, on travaille ensemble. Voilà. Et puis après, pour nous contacter, écoutez, là, vous avez mon adresse mail, le lien de mon calendrier pour prendre un premier rendez-vous si besoin. Et puis, je pense qu'Adrien rediffusera pour le coup nos informations et puis il va aussi me transmettre la liste des adresses mail des personnes qui s'est inscrites. Donc, moi, je vous recontacterai aussi. Mais voilà, si jamais vous avez le webinaire disponible, donc il faut pas hésiter pour le coup à nous écrire et voilà. Exactement. Merci beaucoup, Amandine. Et n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous. Si vous avez, ça marche aussi par le bouche à oreille. Si vous avez des gens qui ont un intérêt au Canada, des questions fiscales de tout ordre, n'hésitez surtout pas à partager ce webinaire et l'adresse d'Amandine et de son cabinet. Je tenais aussi à préciser il y a le cabinet MSGL aussi travaille sur les États-Unis. On a déjà fait un webinaire aussi dessus. Donc avec Jean-Philippe, oui. Avec Jean-Philippe, donc c'est bien de leur dire, et il y en aura d'autres cette année. Donc voilà, on essaiera enfin pas moi, mais les experts, Amandine et Jean-Philippe, essaieront de répondre à vos questions pour ce continent, c'est-à-dire pour le Canada et les États-Unis. Voilà, donc je tenais à te remercier, Amandine, en tout cas pour cette heure. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à tous pour le coup. Merci à toi, Adrien, pour l'accueil, les questions. Et puis, merci aussi à tous les internautes pour le coup, parce que moi, je ne vois pas les connexions, mais j'ai compris qu'ils étaient quand même assez nombreux. Et surtout, je vois que vous étiez tous super réactifs, etc. Et c'est très agréable pour le coup d'avoir des questions et de pouvoir échanger, même si vous n'avez pas de petit micro pour intervenir. C'est chouette de pouvoir un peu voir les interactions. Super. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque webinaire, en fait, essayer de répondre aux questions en direct et le plus possible. Voilà, MNPO qui nous remercie, Anonyme. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Amandine. Et comme je vous l'ai dit, donc, vous retrouverez donc, ce webinaire donc, dans un article qui va paraître prochainement, là, en fin de semaine, sur les antennes du petitjournal.com, le replay sur notre chaîne YouTube également. Et voilà, comme on vous l'a dit, si vous avez des questions, les moindres questions, n'hésitez pas à joindre Amandine et son cabinet MSGL. Encore merci à toi, Amandine, et merci à vous, chers internautes. Merci, Adrien. Merci à tous. Et puis, du coup, très belle soirée pour ceux qui sont en France et très bel après-midi pour ceux qui sont au Canada. Exact. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.